Après l'anglais en 2023, l'espagnol en 2024, c'est la langue arabe qui est cette année l'invité d'honneur du Festival d'Avignon. L'occasion de nous interroger ce matin sur la place qu'occupe la deuxième langue la plus parlée du pays dans notre société. Bonjour Nada Yafi, Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. merci de votre invitation. Vous êtes interprète, diplomate française, ancienne directrice du Centre linguistique de l'Institut du monde arabe et je cite votre ouvrage, paru aux éditions Libertalia en 2023, Plaidoyer pour la langue arabe. Et à distance depuis le Festival d'Avignon, bonjour Nabil Wakim. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au Monde, chargé des questions climatiques, vous produisez le podcast Chaleur humaine et vous êtes l'auteur, c'est ce qui va nous intéresser ce matin, du livre L'arabe pour tous, pourquoi ma langue est tabou en France, au Seuil en 2020, récemment adapté en documentaire intitulé Mauvaise langue, toujours disponible sur la plateforme de France Télévisions avec Jawar Nadi, qui était d'ailleurs présenté au festival le 6 juillet dernier. Vous nous direz comment il a été accueilli. Mais d'abord, un mot tous les deux sur ce choix du Festival d'Avignon de mettre la langue arabe à l'honneur. Qu'en pensez-vous, Nada Yafi? Moi, je pense que c'est tout à fait légitime parce que c'est une langue qui est l'expression d'une culture de portée universelle, comme le dit souvent le président de l'Institut du monde arabe, Jacques Lang, et qu'elle a toute sa place dans la culture française, dont elle fait partie intégrante. Nabil Wakim, est-ce que ce serait presque un choix subversif dans la période d'avoir fait ce choix-là? En tout cas, c'est un choix courageux. Moi, je trouve que c'est vraiment une idée formidable. D'abord, d'accueillir des langues au Festival d'Avignon, je trouve que c'est super parce que c'est le plus grand festival de théâtre au monde et le fait qu'il s'ouvre à d'autres langues, c'est une idée géniale. Et accueillir la langue arabe, évidemment que c'est pas anodin. La langue arabe, on va en parler, c'est la deuxième langue la plus parlée en France, mais c'est aussi une langue qui a du mal à trouver sa place dans les institutions françaises. Et parmi les institutions, bien sûr, il y a le monde de la culture, il y a celui du théâtre. Et donc, le fait d'entendre parler l'arabe sur certaines des plus grandes scènes de France, c'est un signal qui est très fort, surtout dans un contexte où les stéréotypes autour de la langue arabe restent très forts et sont parfois utilisés politiquement. D'ailleurs, le choix du titre de votre documentaire, Mauvaise langue, en dit long, Nabil Wakim. Oui, évidemment, évidemment un peu un jeu de mots, mais autour de l'idée que c'est une langue qui est pleine de stéréotypes négatifs, qui est perçue négativement par une partie de la population française, mais plutôt aussi dans le débat public par une partie des responsables politiques, dans certaines institutions, que c'est une langue à laquelle on accole un certain nombre de stéréotypes négatifs. Il y a enfin un amalgame rapide, langue arabe égale islam, islam égale fondamentalisme, fondamentalisme égale terrorisme, donc on trace un trait tout droit. On l'a vu encore récemment avec des polémiques un peu ignorantes autour de ce sujet-là, et donc je trouve que le fait que le Festival d'Avignon fasse ce choix, c'est une manière d'essayer de renverser la vapeur et de dire, regardez, on va regarder cette langue comme une langue de culture, comme une langue d'ouverture sur le monde qui va nous permettre à nous qui sommes en France de mieux connaître ce monde arabe qui regroupe des centaines de millions de locuteurs avec des cultures très différentes, avec une littérature, avec de la musique, de la danse, du théâtre, et ça c'est super formidable. Et on va avoir le temps d'en parler longuement. Nada Yafi, sur ce sujet-là, vous en tant qu'interprète, diplomate, est-ce que vous les percevez aussi, ces préjugés négatifs dont parlait Nabil Wakim à l'instant? Alors mon expérience personnelle a été celle d'une langue de la mondialisation, puisque en tant qu'interprète, j'étais appelée à intervenir dans les conférences internationales où la langue arabe traitait de tous les sujets les plus divers, les plus techniques souvent, de la finance à l'agriculture, en passant par les télécommunications. Donc c'était une langue non seulement de littérature, mais une langue véhiculaire, c'est-à-dire qu'elle transmettait des savoirs et qu'elle permettait des débats. C'est aussi la langue des médias, puisque j'ai été appelée souvent, dans les pays arabes où je représentais la France, à traiter avec des médias et cette, langue est très, très présente dans l'audiovisuel, dans les chaînes satellitaires. Il y a des pays qui ne sont pas arabes, mais qui ont des chaînes arabophones comme France 24 bien sûr et d'autres pays, les puissances, internationales, mais les puissances régionales aussi ont des chaînes, satellitaires arabophones. Cela prouve que c'est une langue très présente à l'échelle mondiale. Donc je n'ai pas eu cette vision de la politique intérieure, au prisme de laquelle est vue trop souvent la langue arabe. Alors que c'est aussi, non seulement, je le dis, une langue de l'immigration, mais une langue d'expatriation aussi. Dans ce livre Plaidoyer pour la langue arabe, Nada Yafi, vous pointez un paradoxe français. Il existe face à la langue française un paradoxe français, un traitement ambivalent lui est réservé, écrivez-vous,
Tantôt célébrée, notamment dans le monde académique, tantôt dénigrée dans l'univers médiatique, elle fait l'objet d'une fascination-rejet. Absolument. C'est vraiment un statut singulier qu'elle a en France, qu'elle n'a nulle part ailleurs, sans doute parce qu'elle a une présence forte en France. C'est ce qu'on oublie de dire. Elle est certes taboue dans le monde médiatique, mais elle est totem aussi. Elle est totem par la présence dans les universités, les grandes écoles, d'études arabes très poussées, très spécialisées, dans le fait qu'il y a beaucoup de centres de recherche qui font appel à des arabisants, dans le fait qu'il y a énormément de livres qui traitent de son histoire, de l'intérêt qu'elle représente pour le patrimoine français, qu'il y a un institut du monde arabe qui fait appel aussi à cette culture et à sa langue, qu'il y a vraiment une valorisation de cette langue à plusieurs niveaux, par les linguistes, par les spécialistes. Donc c'est à la fois totem, je dirais, et tabou. Donc il y a ce paradoxe typiquement français. Et tabou, c'est exactement le mot qu'emploie Nabil Wakim dans le sous-titre de son livre L'Arabe pour tous. Pourquoi ma langue est tabou en France? Vous livrez, Nabil, une forme de témoignage et en même temps, vous faites votre travail de journaliste dans ce livre en allant rencontrer d'autres personnalités ou interlocuteurs tout simplement qui ont ce que vous décrivez et ce que beaucoup décrivent aujourd'hui comme une forme de double honte. La honte de parler arabe, notamment dans le bus. Le bus est souvent revient souvent comme un objet de cette symbole de cette honte, et la honte également de ne pas la parler. En fait, ce livre est parti de mon expérience personnelle. Moi, je suis né à Beyrouth, je suis venu au Liban et puis je suis venu en France quand j'avais 4 ans. Enfin, mes parents sont venus en France et l'arabe est ma langue maternelle et quelque part entre mes 4 ans et mes 40 ans, bah, j'ai perdu cette langue. Et donc, ce livre était d'abord une enquête, d'abord sur moi-même en me posant la question de me dire mais pourquoi est-ce que j'ai perdu ma langue? Est-ce que c'est ma faute parce que je suis un peu fainéant? Est-ce que c'est la faute de mes parents? Est-ce que c'est la faute de la République, de l'école? Évidemment, il ne s'agit pas de désigner des coupables, mais plutôt de comprendre. Et ce que j'ai compris en allant à la rencontre de beaucoup de gens qui, comme moi, ont des parents qui viennent du monde arabe, c'est qu'en fait, nous sommes nombreux et nombreux à avoir mis notre langue d'origine de côté, parfois parce que c'est vu comme un passeport pour mieux s'intégrer, le fait de mettre la langue arabe de côté, parfois parce que tout simplement, en fait, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour l'apprendre. On pourra revenir sur le tout petit nombre de classes qui existent dans l'éducation nationale, le petit nombre d'enseignants, mais aussi, et on y revient, parce que on se rend bien compte que cette langue, elle génère parfois de la honte. C'est ce que vous disiez sur cet exemple du bus. C'est vrai que c'est très récurrent. C'est un exemple que beaucoup de gens m'ont donné en me disant, voilà, quand j'étais enfant, moi, j'avais pas envie que ma maman me parle l'arabe dans le bus, qu'elle me parle arabe à la sortie de l'école, parce que j'avais honte, parce que cette langue pouvait être mal perçue par d'autres. Et puis, en grandissant, moi, en devenant journaliste, en devenant père aussi, j'ai eu une autre honte, la honte de ne pas pouvoir transmettre cette langue à mes enfants, la honte de ne pas pouvoir travailler avec cette langue, comme le disait Nada Yafi. En fait, parler l'arabe, c'est aussi un avantage dans beaucoup de métiers, y compris quand on est journaliste. Et donc, je me suis senti bête en me disant, bah, en fait, j'ai laissé de côté ce qui aurait pu être un avantage dans ma vie, d'abord pour mieux connaître mon histoire, ma famille, mais aussi pour pouvoir travailler, pour pouvoir transmettre cette langue à mes enfants. J'ai, après donc 34 ans, posé la question ce matin à mes parents. Et j'ai dit, papa, pourquoi tu m'as pas appris à parler l'arabe? Et il m'a dit, bah, parce que je voulais déjà que tu parles français. Et je lui ai dit, ah, tu voulais que je parle bien français? Et il m'a dit, non, je voulais que tu maîtrises le français. Et à l'époque, c'était, on vient pour travailler, on va se faire petit, on va essayer de s'intégrer. Donc, oui, mes enfants, ils vont être sages, ils vont être cultivés, ils vont aller à l'école, ils vont apprendre à lire, à écrire, à maîtriser cette belle langue que le français. Et c'est déjà beaucoup. On va les laisser avec cette langue. La comédienne Sabrina Ouazani, dans votre documentaire Mauvaise langue, co-réalisé avec Jawar Nadi, Nabil Wakim, production Nova pour France Télévisions, toujours disponible sur la plateforme. Ça raconte bien, Nada Yafi, ce que disait à l'instant Nabil Wakim, c'est-à-dire que peut-être qu'on n'a pas envie tout simplement d'embêter ses enfants avec ça. Et on le voit, vous employiez tout à l'heure le mot des expatriés. On le voit même pour des expatriés français dans d'autres pays, aux États-Unis, en Angleterre. Parfois, ils laissent tomber le français en se disant il faut qu'ils parlent anglais et tant pis, ils écriront mal le français.
C'est vrai, sauf qu'avec la langue arabe, il y a un problème de représentation. La représentation du français reste à l'étranger quelque chose de valorisant malgré tout, même si les enfants et leurs parents veulent à tout prix se conformer, s'intégrer dans la société d'accueil. Simplement, ils n'ont pas ce problème de représentation négative qui est entretenu de manière factice quand même par des manipulations politiques, je dirais politiciennes, souvent à visée électoraliste. Donc il y a ce problème de représentation qui influence les personnes originaires de cette partie du monde et qui voudraient parler la langue et qui ont une certaine frilosité. Alors, autant je disais que c'est quand même quelque chose de complexe, je dirais également que c'est quelque chose d'évolutif. Parce qu'aujourd'hui, les familles qui sont de plus en plus intégrées, comme le disait Nabil Wakim, elles ont envie d'apprendre, d'enseigner à leurs enfants. Donc, c'est une plus grande appétence pour cette diversité linguistique dont elles peuvent se prévaloir et aussi elles assument davantage. Et puis, à l'école publique, qu'on incrimine un peu trop souvent, il y a aussi une évolution. Il y a de plus en plus de classes d'arabe et surtout l'éducation nationale ouvre des sections internationales où l'enseignement est bilingue et ce sont des filières d'excellence qui préparent à des carrières à l'international par le baccalauréat français international qui est une nouvelle création et qui est quelque chose de fantastique parce que ça ouvre vraiment sur la mondialisation. Nabil Ouakim, vous partagez parce que on voit souvent des chiffres passer, seulement 10 postes de professeurs, d'enseignants dans l'éducation nationale ouverts quand il y en a 200 ou 300 pour d'autres langues. Vous racontez bien, Nabil Ouakim, que pour l'éducation nationale, la langue arabe est considérée comme une langue rare. Oui, alors c'est ce que j'ai compris en écrivant ce livre et en écrivant ce documentaire, c'est qu'en fait, d'abord, d'une manière générale, les langues sont assez maltraitées dans l'éducation nationale, mis à part l'anglais. Et l'arabe est considéré dans le jargon de l'éducation nationale comme une LFD. Alors LFD, c'est pas une drogue, hein, c'est une langue à faible diffusion. Et c'est un peu bizarre quand on parle d'une langue qui est parlée par des centaines de millions de personnes dans le monde. Et même si je partage l'optimisme de Nada Yafi, parce qu'en fait, on voit des initiatives dans l'éducation nationale qui sont positives, on manque quand même globalement de volonté politique, c'est-à-dire il y a peu de classes, il y a des académies entières où il n'y a pas de classe d'arabe au collège et au lycée, et il n'y a pas ce qu'on appelle la continuité scolaire, c'est-à-dire parfois on peut faire de l'arabe au collège, mais dans le lycée de secteur ou le lycée de la même ville, il n'y a pas de classe d'arabe, et donc c'est pas très favorable pour des élèves de commencer une langue et de ne pas pouvoir la poursuivre. La moitié quasiment des enseignants d'arabe ne sont pas titulaires, sont sur des postes de vacataires, donc en fait on a une structure qui est extrêmement fragile d'enseignement de l'arabe, et ça c'est dommage. Il faudrait pas grand-chose, un peu de volonté politique, l'ouverture de quelques postes, un peu de volonté politique pour maintenir des classes à des endroits dans lesquels elles viennent d'ouvrir et elles sont encore un peu fragiles, ça serait déjà suffisant pour pouvoir promouvoir l'enseignement de l'arabe au sein de l'éducation nationale. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit, exactement pour les raisons que citait Nada Yafi, à savoir un débat public de mauvaise qualité et rempli d'ignorance sur cette question, qui laisserait à penser que ça serait pas une bonne chose d'apprendre l'arabe dans l'éducation nationale, comme si apprendre une langue pouvait être une mauvaise chose en soi. Et vous parliez de politique, il y a eu des tentatives tout de même. On peut se souvenir de 2016, la ministre de l'Éducation nationale Najat socialiste. Vallaud-Belkacem, absolument. Elle a eu beaucoup de mérite à vouloir désenclaver l'enseignement de la langue arabe, qui était un peu prisonnier dans le primaire de ce qu'on appelait les ELCO, c'est-à-dire enseignement des langues et cultures d'origine. Et c'était confié à des enseignants venus des pays du Maghreb, payés par ces pays, et donc avec une pédagogie qui était plutôt traditionnelle. Donc c'était une question à la fois de pédagogie, aussi de souveraineté par rapport à l'enseignement français. Donc cela est en train d'être corrigé. Maintenant, c'est devenu EILE, l'enseignement international des langues étrangères, et petit à petit, on essaie justement de l'ouvrir. Auparavant, c'était seulement les arabo-descendants, les enfants d'origine qui pouvaient avoir accès à ces classes. Aujourd'hui, tout petit français peut avoir
avoir également accès à ces classes d'arabe. Donc il y a une véritable évolution. Donc les représentations, on essaie de le corriger. Il y a aussi la frilosité des familles, il y a des questions de pédagogie et aussi de moyens. La France a l'ambition d'enseigner les langues étrangères et c'est quand même l'école française qui offre le plus grand choix de langues étrangères dans le secondaire, mais elle n'a pas toujours les moyens de son ambition. Je voudrais ajouter une chose, c'est que non seulement les attaques malveillantes font du tort à la langue arabe, mais les défenses maladroites lui font beaucoup de tort. Quand on dit il faut enseigner la langue arabe pour lutter contre l'islamisme, on continue de confirmer ce cliché qui associe la langue à la religion. Or, il faut arrêter, il faut dire simplement que c'est une langue de culture et c'est pour cela qu'il faut l'enseigner. Ce n'est pas pour, soi-disant, enlever le verre qui est dans le fruit. Vous voyez, c'est quand même une façon qui est maladroite. C'est pour ça que Nabil Wakim, c'est peut-être intéressant de se replonger aussi dans l'histoire de l'enseignement de l'arabe en France, puisque on pourrait remonter à François Ier avec des cours d'arabe proposés par les pouvoirs publics à la cour en réalité. C'était très À la création du Collège de France, ouais. Alors c'est un peu le paradoxe que soulignait tout à l'heure Nada Yafi, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de vie parallèle de l'arabe en France, c'est-à-dire que l'arabe est enseigné en France depuis longtemps, il y a une agrégation d'arabe en France depuis le début du XXe siècle, il y a cette tradition d'enseignement de l'arabe, de connaissance de l'arabe par des diplomates, des chercheuses, des chercheurs, dans le monde de la traduction. La France a toujours occupé une place très très importante de ce point de vue-là, évidemment de par ses liens avec le Maghreb, avec le Proche-Orient. Et donc cet arabe pour les élites, il continue d'exister. On apprend très bien l'arabe dans des grandes écoles, on apprend l'arabe à Sciences Po, on apprend l'arabe au lycée Henri IV à Paris. Par contre, quand on regarde l'enseignement de l'arabe tourné vers les enfants d'immigrés venus du monde arabe, là, cet enseignement de l'arabe-là, il est perçu comme communautariste, comme l'a dit celle qui est aujourd'hui ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, ou comme l'a dit l'ancien ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, avec cette idée que si on est descendant d'immigrés venus du monde arabe, le fait d'apprendre l'arabe serait une démarche communautariste. C'est un peu curieux. On voit bien que là, il y a une forme de hiérarchie des langues qu'on a dans la tête. On ne ferait pas la même réflexion à un enfant venu du Japon, des États-Unis ou d'Allemagne sur le fait qu'il apprenne la langue de ses parents ou de ses grands-parents. Et donc, il y a cette espèce de bizarrerie qui est que quand on apprend l'arabe et qu'on n'est pas issu du monde arabe, eh ben, c'est perçu comme un passeport pour le multiculturalisme, un passeport pour une meilleure vie professionnelle. Et c'est très bien, il faut que ça continue à l'être. Mais on pourrait aussi considérer qu'un enfant, un élève dont les parents ou les grands-parents viennent du monde arabe qui apprend l'arabe, c'est aussi une chance pour cet élève et c'est aussi une chance pour une meilleure compréhension du monde arabe vu depuis la France. Nada Yafi. Oui, tout à fait. En fait, c'est malheureusement à cause des manipulations et de l'instrumentalisation idéologique qui en est faite, souvent par certains courants de la droite et de l'extrême droite, il faut bien le reconnaître. Donc, c'est la parole publique qui peut libérer aussi cette représentation de tout ce qui la maintient dans des fantasmes un peu négatifs. Et la parole publique essaye de louer tous les avantages qu'il y a à apprendre l'arabe aujourd'hui. Simplement, elle le fait parfois d'une manière un peu maladroite, comme je l'ai dit, en l'associant encore et toujours à la religion ou à la manière de se débarrasser de la religion. Finalement, cette langue, elle est prise en otage par tout le monde. Elle est prise en otage par les politiciens avant tout, et puis par tous ceux qui veulent la maintenir dans un état d'exception, hors du droit commun des langues vivantes, du concert international des langues vivantes. Nabil Wakim, dans votre documentaire Mauvaise langue, vous datez l'aggravation de ces préjugés négatifs sur la langue arabe au 11 septembre 2001. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, il y a l'humoriste Jamil Leschlag, il fait une blague en disant que les années entre 1998 et 2001, c'est les trois glorieuses en France pour parler de l'arabe, parce que c'est le moment où la France gagne la Coupe du Monde de football en 1998, où on crie Zidane président sur les Champs-Élysées, c'est le moment où on chante Yaraya de Rachida avec Cheb Mami et Faudel au Stade de France, c'est le moment d'un, deux, trois soleils, c'est le moment où il y a une forme de passion collective autour de la culture
culture venue du monde arabe ou des mondes arabes. Et puis, ça se referme avec le 11 septembre 2001. Évidemment, c'est d'abord des attentats très graves qui ont eu lieu à New York, mais c'est aussi un moment dans lequel on bascule progressivement dans une représentation de l'arabe, comme le disait Nada Yafi, très fortement associée à l'islam et avec des stéréotypes racistes qu'on voit revenir très souvent. J'ajoute un point par rapport à ce que disait Nada Yafi tout à l'heure sur la manière dont c'est perçu politiquement. C'est pas juste un débat politique, c'est aussi un débat politique qui repose sur des idées complètement fausses et sur des mensonges. Ce qui s'est passé, par exemple, bien après 2001, mais autour des années 2016, après les attentats du Bataclan et de Charlie Hebdo en France, c'est la diffusion d'une fausse information selon laquelle on allait rendre l'arabe obligatoire à l'école primaire. C'était ce dont était accusée Najat Vallaud-Belkacem quand elle était ministre de l'Éducation nationale sous François Hollande. Évidemment que c'était complètement faux, mais cette idée a perduré et encore maintenant, il m'arrive de recevoir des courriers de gens qui disent « mais quand même, rendre l'arabe obligatoire, quelle mauvaise idée ». Évidemment, il n'a jamais été question de ça. Et l'idée qu'en fait, il y aurait un plan caché pour rendre l'arabe obligatoire témoigne quand même d'une vision de cette langue comme une langue qui aurait toujours une forme de duplicité, comme une langue qui serait mauvaise, comme une langue qui aurait un plan caché pour affaiblir la France et la République. C'est évidemment n'importe quoi. L'arabe, c'est une langue vivante qui est parlée par des millions de gens dans le monde, par des millions de gens en France et qui a toute sa place dans la société française. Nabil Wakim, journaliste au Monde, en direct d'Avignon. Vous êtes avec nous pour votre livre L'arabe pour tous, pourquoi ma langue est taboue en France, au Seuil. Nada Yafi, plaidoyer pour la langue arabe, c'était chez Libertalia en 2023. Vous êtes interprète, traductrice de poésie et diplomate. Vous restez avec nous, on va continuer à parler de la langue arabe et de sa place dans la société française. Et on parlera de son côté artistique, poétique, de la musique de la langue arabe. Mais d'abord, il est 8h sur France Culture. Très bon réveil. Les matins d'été, Astrid de Vilaine. C'est la deuxième langue la plus parlée du pays, 4 millions de locuteurs. La langue arabe, invitée d'honneur du Festival d'Avignon, jouit encore d'un prestige académique et diplomatique, mais elle est aussi associée à des préjugés négatifs, parfois dans les champs politiques, médiatiques ou artistiques. Comment l'expliquer? Quels seraient les avantages à lui redonner ces lettres de noblesse? On a commencé très largement à aborder cette question en début d'émission avec vous, Nada Yafi. Rebonjour. Bonjour. Vous êtes interprète, diplomate française, ancienne directrice du Centre linguistique de l'Institut du monde arabe et je cite votre ouvrage Plaidoyer pour la langue arabe. Et Nabil Wakim depuis Avignon où vous avez présenté votre documentaire Mauvaise langue, toujours disponible sur la plateforme de France Télévisions, journaliste au Monde et auteur du livre L'arabe pour tous, publié au Seuil en 2020. Nada Yafi, vous me glissiez pendant le journal que vous aviez envie de revenir sur l'aspect politique des choses, comment la langue arabe peut être politisée, instrumentalisée. Et j'ajoute pour nos auditeurs et auditrices que vous avez été, vous, interprète de 2 présidents de la République française. Oui, tout à fait. Et justement, cette essentialisation de la langue, ce surinvestissement politique, il vient d'une vision erronée des langues. Les langues ne sont pas des entités immuables, elles sont fonction d'un usage, du contexte. Et justement, je vais vous citer une anecdote plaisante et un peu cuisante pour l'interprète débutante que j'étais quand j'avais interprété le président Mitterrand, pour vous dire que un mot peut varier selon le contexte, selon celui qui l'utilise et selon celui qui l'écoute. Donc, il y avait un chef d'État qui disait au président Mitterrand, le président lui avait dit est-ce que vous pouvez venir en visite d'État telle date, etc. Et le chef d'État arabe avait dit avec l'assurance de celui qui certainement viendrait, Inch'Allah. Mais Inch'Allah, dans certains pays, ça ne veut pas dire improbable, ça veut dire très certainement, ou selon les pays, je l'espère. Et moi, comme j'étais très pressée, il y a une pression sur l'interprète au début, et j'ai dit si Dieu le veut, ce qui est la traduction littérale. Et le président Mitterrand, je l'oublierai jamais, de façon hiératique, comme on le sait, avait dit je ne pense pas qu'il y voit un inconvénient. Et là, je me suis toujours rappelé que la langue, c'est fonction du contexte, de la situation de l'interlocuteur. Donc, Nabil Wakim, une réaction à cette anecdote? Oui, c'est vrai. La langue, elle est aussi
d'une certaine manière, toujours à la fois très intime pour chacun, chacune d'entre nous. Notre rapport à la langue, là on parle de la langue arabe, mais on pourrait dire la même chose bien sûr de toutes les langues d'immigration, des langues régionales, des créoles des Antilles et de la Réunion, toutes les langues que nous parlons en France. En fait, évidemment, elles font d'abord appel à notre histoire personnelle, nos parents, nos grands-parents, nos enfants. Mais en même temps, les langues, comme vient de le dire Nada Yafi, sont aussi toujours dans un contexte. Elles sont aussi très politiques parce que toutes les langues ne sont pas perçues de la même manière. Il est évident quand on parle en France de la langue allemande, du breton ou de l'arabe, on n'a pas les mêmes images qui nous viennent en tête. Et donc, c'est cette double dimension-là qui est importante pour comprendre la place de la langue arabe en France. Cette dimension très intime, personnelle, pour des millions de gens qui en France ont une histoire avec la langue arabe. Alors, c'est bien sûr des enfants d'immigrés, c'est aussi les Français juifs d'Afrique du Nord qui ont eu la langue arabe dans leur histoire pendant des centaines d'années. C'est aussi voilà, les pieds noirs dont beaucoup d'entre eux parlaient l'arabe. Il y a des immigrés qui viennent du Proche-Orient, d'autres qui viennent du Maghreb, des enfants, des petits-enfants. Voilà, tout ça, c'est des histoires personnelles, des histoires de vie dans le rapport à la langue. Mais c'est aussi bien sûr ce débat public, cette question sur en fait quelle place on donne dans la société française, à l'école, dans les médias, sur des scènes de théâtre comme là où je suis au Festival d'Avignon, à la langue arabe. Comment on en fait aussi une des langues que l'on parle en France, une des langues de France? Nada Yafi. Oui, alors justement, cet amalgame qui revient souvent sur langue et religion, tout particulièrement concernant la langue arabe, Nabil Wakim avait raison de rappeler que c'est aussi la langue des juifs dans le monde arabe. C'est la langue aussi des chrétiens d'Orient qui célèbrent leurs messes en arabe, souvent au Liban, les Coptes aussi. Donc il y a cet amalgame qui est quand même instrumentalisé. Je rappelle que la fonction liturgique de la langue, c'est une des fonctions de la langue arabe. Mais il y a beaucoup d'autres fonctions. La fonction littéraire, bien sûr. La fonction véhiculaire, je le disais tout à l'heure, c'est celle de la circulation des savoirs, celle des médias aujourd'hui. La fonction ornementale, la calligraphie, l'épigraphie est très très présente pour la langue arabe. Et la fonction musicale, parce que la langue, la poésie arabe a structuré le chant musical et l'art lyrique arabe. Et puis, j'aimerais ajouter tous les curieux, toutes celles et ceux qui ont simplement envie d'apprendre une langue. Parfois, on Absolument. les exclut également. Nabil Wakim, vous datez cela des années 70. C'est en 1975 que le CAPES d'arabe est ouvert, exactement au moment de la vague d'immigration des années 70. Et à l'époque, vous en parliez à l'instant, en première partie d'émission, Nada Yafi, c'était une volonté d'enseigner l'arabe pour, en fait, les familles d'immigrés. Et c'est peut-être là que est né le problème. C'est-à-dire, au lieu d'enseigner l'arabe comme on enseigne une autre langue. Nabil? Oui, alors, en fait, il y a les deux aspects. C'est-à-dire, d'abord, évidemment, l'arabe peut et devrait être enseigné comme une langue vivante, comme n'importe laquelle des langues vivantes qu'on aimerait voir enseignées en France. C'est une chance d'avoir une langue en plus, c'est toujours une chance. Voilà, on est un meilleur élève, on est un meilleur francophone, on est un meilleur citoyen ou une meilleure citoyenne quand on parle plusieurs langues, parce qu'on est plus ouvert au monde, parce qu'on comprend mieux comment il fonctionne, parce qu'on est ouvert sur la littérature, la gastronomie, la culture, enfin voilà. Donc ça, je crois que c'est vraiment important. Ensuite, il faut quand même aussi se dire qu'il y a en France des millions de personnes qui viennent du monde arabe d'une manière ou d'une autre et qui ont le droit de choisir d'avoir une connexion avec cette langue. Évidemment, c'est pas obligatoire. On peut être petit-fils ou petite-fille de Marocains et décider qu'on n'en a rien à faire, évidemment. Mais si on a envie d'avoir une connexion avec cette langue, eh bien, il faut pouvoir avoir les moyens de le faire. Et c'est bien ça, aujourd'hui, le problème, c'est qu'en fait, ce lien-là, il est perçu comme nécessairement négatif par une partie des responsables politiques. On se souvient par exemple qu'il y a quelques années, un ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry, avait dit publiquement que les enseignants d'arabe, par exemple, dans l'éducation nationale, on n'était pas très sûr de ce qu'ils disaient. Peut-être que ce qu'ils enseignaient dans leurs cours, c'était contraire aux valeurs de la République. C'est n'importe quoi. On enseigne l'arabe comme une langue vivante dans les écoles de la République et dans les lycées, dans les collèges, et on aurait intérêt à l'enseigner, d'autant plus que c'est un outil aussi qui permet une meilleure compréhension du monde. C'est la République, le monde économique qui se prive aussi de cette richesse. Nada Yafi, peut-être un chiffre pour aller dans le sens de ce que dit Nabil Wakim. C'était un rapport de l'Institut Montaigne en 2018 sur la fabrique de l'islamisme qui disait on a 14 000 élèves dans le public et 80 000 dans les mosquées. Oui, tout à fait. Alors, je reviens à cet aspect mondial de la langue arabe. Savez-vous que notre réseau scolaire à l'étranger,
enseigne 10 fois plus qu'en France, puisqu'il y a 170 000 élèves dans nos écoles à l'étranger qui apprennent l'arabe, et pas seulement dans les pays arabes, mais à New York, à Vienne ou dans d'autres pays. Donc, c'est important de rappeler cette dimension. Une petite précision sur le CAPES. Le CAPES, c'est pour le secondaire. C'est dans le primaire qu'il y avait cette, comment dire, enclave, cette Les langue enseignements enclavée. pour les Voilà, enfants d'immigrés. voilà. Mais dans le secondaire, c'est ouvert à tous. Et maintenant, dans le primaire aussi, c'est ouvert à tous les Français. Et comme vous le disiez, la langue appartient à tous ceux qui la parlent, qui l'aiment. Moi, j'ai plein d'amis diplomates qui sont vraiment très attachés à la langue arabe et qui sont vraiment de brillants arabisants. Donc, Mais pour aller dans le sens de ce dont oui. parlait tout à l'heure Nabil Wakim, les Mhm. préjugés négatifs, même dans le milieu diplomatique, si on lit bien votre livre Oui. Nada Yafi, il y en a Allez, qui font quand même des il y a- raccourcis un peu étonnants. Voilà, tout à fait. Alors, une fois, j'ai été un peu surprise de me voir poser la question suivante. Où avez-vous appris à parler le musulman? Alors, j'ai dit que l'arabe, ce n'était pas le musulman, c'était une langue sémitique, comme l'hébreu d'ailleurs, de la même famille, et donc que c'était une langue, une très grande langue, et qui n'était pas nécessairement celle de la religion. Voilà. Donc, Vous pointez tous ces petits oublis qui en disent long dans ouais. votre livre Plaidoyer pour la langue arabe, Nada Yafi, comme par exemple au moment de la création de l'Institut du monde arabe, en 1987, sous François Mitterrand, qui est un magnifique ouvrage architectural, un Absolument. centre extraordinaire de culture. Mais les cours de langue arabe sont oubliés. Voilà, pas tout de suite. Et d'ailleurs, les espaces ne leur sont pas attribués. Il y a l'espace fantastique de la bibliothèque, à juste titre. Il y a l'espace de l'auditorium pour accueillir les spectacles, les concerts, les débats. Il y a un restaurant avec une vue panoramique à couper le souffle sur tout Paris. Mais on a oublié. Et du coup, on a rajouté, mais dans les sous-sols, des classes d'arabe. Et il faut espérer qu'un jour, les classes d'arabe auront peut-être comment dire, une place plus visible, plus visible. Pour moi, l'importance de la langue arabe, c'est qu'elle est une langue de voix. Donc, la voix, c'est l'essence de l'être humain. Et je crois qu'au commencement était la voix, c'est pas le mot, c'est la voix enlacée. Donc, l'essentiel, c'est la voix. Et c'est pourquoi il y a une alliance étroite entre le chant et la langue arabe. Habiter une langue, c'est-à-dire, vous n'avez pas une maison définitive. Même un habitant, vous êtes en mouvement. Donc, vous êtes exilé dans un sens ou dans l'autre. Mais il coule comme l'eau. Comme disait Héraclite, vous ne pouvez pas traverser la rivière deux fois. Parce que la première fois, la rivière est une chose, deuxième fois, la rivière est une autre chose. Ça fait peur, mais c'est l'étonnement aussi. Ça fait la joie aussi. Le poète syrien Adonis dans l'émission Boomerang sur France Inter en 2021. Nabil Wakim, est-ce que ces mots font écho à ce que vous nous dites dans ce livre, dans ce documentaire? Est-ce que vous l'avez retrouvé, votre voix? Alors en tout cas, ils font écho à ce que moi j'essaye de traverser, ou comme des centaines, des milliers d'autres gens en France, j'essaye de réapprendre l'arabe, qui est donc ma langue maternelle et que j'ai perdu quelque part dans mon enfance et mon adolescence. Et depuis maintenant quelques temps, je reprends des cours et je progresse. Merci beaucoup de s'en inquiéter. Mais, mais j'aimerais quand même ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas juste une histoire personnelle de se dire il faut retrouver sa voix, il faut retrouver sa langue. C'est bien évidemment une question collective et donc par construction une question politique. Et là, je crois qu'il faut parler du racisme, c'est-à-dire que il y a dans la manière dont est perçue la langue arabe, y compris dans ses sonorités, le ra, le ra, le ha, quasiment, on a l'impression parfois que le fait d'entendre ou de parler cette langue, d'entendre scander, je sais pas, des slogans en arabe dans une manifestation, d'entendre des parents d'élèves qui parlent arabe à la sortie d'une école, pour certains, c'est comme si les sonorités même de cette langue sonnaient comme quelque chose de dangereux. C'est ces stéréotypes-là qu'il faut combattre
combattre, qui sont idiots et qui sont dangereux. Et c'est là où moi, de ma part, il y a une grande déception vis-à-vis d'un certain nombre de responsables politiques qui relaient ces stéréotypes racistes qui sont complètement faux, alors que je crois, et je l'ai vu dans mes enquêtes, et je l'ai vu en parlant de ce livre et de ce documentaire dans des dizaines d'établissements scolaires, de MJC, de médiathèques, de bibliothèques partout en France, qu'en fait la plupart des gens en France, en fait ils sont pas racistes, ils sont intéressés aussi par le fait d'apprendre cette langue, d'en savoir plus sur le monde arabe et sa culture, de savoir ce que peut-être leur belle-sœur, leur beau-frère, leur gendre, le mari d'amis à eux qui viennent du monde arabe en connaissent et peuvent en dire. On est dans un pays où la gastronomie venue du monde arabe se mélange parfaitement bien à la gastronomie française et tout le monde trouve ça très bien. On peut faire la même chose avec la langue et je vous assure, la France n'en ressortira pas affaiblie mais plutôt renforcée. Nada Yafi, la langue arabe, est-ce que déjà l'expression est correcte? Est-ce qu'il y a pas plusieurs arabes, plusieurs langues arabes? C'est à l'interprète que je Alors parle. oui, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le phénomène de la diglossie. On ne parle plus aujourd'hui de diglossie, on parle de pluriglossie ou de continuum linguistique. C'est-à-dire qu'il y a les parlers locaux et il y a la langue à l'autre bout, classique, mais entre les deux, il y a l'arabe moderne standard, il y a toutes les nuances de l'arabe médian. Donc il y a plusieurs, effectivement, usages, je dirais, de la langue arabe. Mais pour en revenir à cette question de la voix et des sonorités qu'évoque Nabil Hakim et que Adonis évoque également, la voix est importante. La poésie a été d'abord orale en langue arabe. Et je voudrais laisser, si vous le permettez, la langue arabe parler elle-même plutôt que de parler d'elle pour vous donner aussi cette musicalité de la langue arabe. C'est une strophe d'un grand poète irakien qui est l'un des plus grands poètes qui a introduit la poésie moderne. Et elle s'appelle Unshudat al-Matar. عيناك غابتا نخيل ساعة السحر أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر عيناك حين تبسمان تورق الكروم وترقص الأضواء كالأقمار في نهر يرجه المجداف وهنا ساعة السحر كأنما تنبض في غوريهما النجوم وتغرقان في ضباب من أسى شفيف كالبحر سرح اليدين فوقه المساء دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف والموت والميلاد والظلام والضياء فتستفيق ملء روحي رعشة البكاء ونشوة وحشية تعانق السماء كنشوة الطفل إذا خاف من القمر كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم وقطرة فقطرة تذوب في المطر وكركر الأطفال في عرائش الكروم ودغدغت صمت العصافير على الشجر أنشودة المطر مطر مطر مطر. C'est le chant de la pluie de Badr Shakir As-Sayyab. Merci beaucoup. Est-ce que les sonorités vous ont choqué? Moi, elles ne m'ont pas choquée, je les ai surtout retenues parce que, en fait, même quand on ne comprend rien comme moi, on retient la poésie, la musique, ça nous émeut, il y a une émotion. Le chant de la pluie, moi j'ai entendu Ainaki beaucoup. Oui, tes yeux sont comme deux palmeraies à l'heure d'avant l'aube. C'est à la fois une métaphore de la femme aimée et de la patrie, un pays très très riche, l'Irak, mais dont le peuple est démuni à l'époque déjà dont parlait le poète. Nabil Hakim, une réaction à ce poème lu par Nada Yafi à l'instant. La poésie, on le sait, qui est très importante dans la culture, l'histoire du monde arabe. C'est une expression privilégiée de la culture arabe, la poésie. Depuis le 1er siècle. Depuis le 1er siècle, depuis avant l'islam. Nabil. D'abord, merci à Nada Yafi de nous faire entendre de l'arabe à une heure de grande écoute sur France Culture. On se rend compte en l'écoutant évidemment de la beauté qu'il y a, comme dans toutes les langues que l'on peut découvrir, de la sonorité. Mais j'ajoute aussi que d'une certaine manière, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'entendre Nada Yafi déclamer de la poésie arabe à cette heure-ci sur France Culture, voir au Festival d'Avignon des pièces jouées en langue arabe, des artistes s'exprimer en langue arabe. On peut souhaiter que ce
soit le début de quelque chose, c'est-à-dire le début d'une période dans laquelle on essaye de trouver une place collectivement à la langue arabe, aussi dans le monde de la culture, dans le monde des médias, qui ne soit pas regardé uniquement au prisme de la question religieuse, uniquement au prisme de la question de l'intégration, mais aussi regarder la langue arabe pour ce qu'elle est, avec sa richesse, avec sa diversité, avec ce qu'elle apporte comme culture, comme beauté et complexité dans le regard qu'elle aide à porter sur le monde. Merci Nabil Wakim d'être passé par les studios de France Culture à Avignon. Je cite votre ouvrage L'arabe pour tous, pourquoi ma langue est taboue en France aux éditions du Seuil. Mauvaise langue, co-réalisé avec Jawar Nadi, production Nova pour France Télévisions, toujours disponible. Vous êtes journaliste au Monde. Je cite votre podcast Chaleur humaine sur le dérèglement climatique. Et merci à vous, Nada Yafi, plaidoyer pour la langue arabe. C'est sorti en 2023 chez Libertalia. Il est 8h40 sur France Culture.